Bonjour, bienvenue sur le podcast Au fil des lunes. Je suis Claire Vigrimaud. Je suis hypnologue et professeure de yoga. Vous pouvez me retrouver sur le site clairviyoga.com, KLERVIYOGA.com, où je vous présente toutes mes activités. Toutes les semaines, je reçois des invités dans ce podcast qui nous parlent de leurs activités autour du bien-être, que ce soit l'hypnose, le yoga, le reiki, la sylvothérapie et bien d'autres thèmes encore. Alors sans plus attendre, voici l'épisode du jour. Dans cet épisode, je reçois Ariane de Yoga Coaching. Avec la joie de vivre et la générosité qui la caractérise, elle vient nous parler de son parcours autour du yoga, sa rencontre avec cette discipline, sa façon de pratiquer, ce qui nourrit et inspire ses séances sur le tapis. Ainsi, elle nous parle de sa découverte du yoga dans un studio de yoga en Suède, ses premiers pas de professeur dans un appartement parisien où il fallait pousser les meubles pour pouvoir pratiquer avec 2-3 élèves maximum, faute de place. Son chemin du yoga Ashtanga vers un yoga plus doux, plus accessible, dans une volonté d'offrir le yoga au plus grand nombre. Son yoga s'est ainsi construit, au fil de ses expériences, co-créé avec ses élèves, nourri de ses divers intérêts. Comme un joli château où chaque rencontre, où chaque expérience apporte sa pierre à l'édifice. D'ailleurs, si ce château existait, ce serait sans doute un château de cartes. Car ses cours de yoga, elle les présente, avec une certaine expièglerie, comme un jeu de cartes. Un jour, elle joue la carte du carreau de la créativité du vinyasa. Un autre jour, celle sportive et piquante de l'ashtanga. Puis un autre jour encore, celle de cœur d'un yoga restauratif. Avec des atouts de questions philosophiques, des suites de thèmes à explorer. Nous discutons aussi de ce que c'est d'être prof de yoga sur YouTube, de ses façons de se ressourcer, de stimuler sa créativité. Un épisode pour découvrir une leçon du yoga, au sens premier du terme, l'union. De multiples façons, et même si cela peut sembler antithétique. Que ce soit en faisant du yoga derrière son ordinateur à la pointe de la technologie, ou bien en regardant des animaux paître paisiblement dans la nature, comme ils l'ont fait depuis des millénaires. Que l'on se perd en étant pleinement soi, que l'on redécouvre la liberté dans la rigueur du yoga Ashtanga, pour mieux trouver les contours fluides d'une pratique de yoga vinyasa. Une conversation qui donne envie d'allumer son ordinateur pour suivre une séance avec Ariane, et puis de l'éteindre pour aller prendre un bol d'air frais dans la nature, sans rien faire. Ou vice versa. Et puis cette fois-ci, ce sera à notre tour de pousser les meubles de notre salon pour faire de la place pour accueillir Ariane, si présente et lumineuse derrière l'écran, qu'on la croirait presque tout près de nous. Bonjour Ariane, je suis vraiment enchantée de te recevoir. Tu es professeure de yoga, tu es derrière Yoga Coaching où il y a une chaîne YouTube qui est vraiment très riche en vidéos de yoga. Est-ce que tu pourrais te présenter avec tes propres mots et nous parler un peu de ton parcours? Et bonjour Clairvy, merci de m'avoir invitée. Je suis très honorée d'être là. Eh bien, écoute, concernant mon parcours, j'enseigne. Alors, j'ai commencé le yoga quand j'avais 20 ans, donc ça va faire 13 ans maintenant. Vous pouvez faire le calcul de mon âge. Ça va faire 8-9 ans que je l'enseigne. Et mon parcours, j'ai fait des études de droit à la base. J'ai un master en droit. Et à l'époque, il y avait quand même une petite voix en moi qui me disait que c'était pas ça que je voulais faire, que en fait, j'étais appelée par le yoga. Et du coup, j'ai eu la chance de rencontrer des chouettes personnes qui m'ont inspirée, qui m'ont aidée à concrétiser mon projet, mon envie. Et du coup, voilà, je me suis lancée. D'abord, j'enseignais des cours de yoga dans mon salon quand j'étais à Paris. Donc, on poussait les meubles et puis j'avais maximum 3 élèves et on était vraiment serrés quand j'ai commencé. Et puis, en fait, comme je vadrouillais pas mal, je suis un peu nomade.
j'ai commencé les vidéos YouTube assez rapidement parce qu'en fait, c'était un moyen de continuer à enseigner malgré le fait que bah, en fait, voilà, j'avais entre guillemets perdu mes élèves parisiens parce que j'avais déménagé à Montpellier. Et du coup, ça me permettait de continuer à enseigner et puis aussi un petit peu à me faire connaître par ce biais. Et puis, ben, en fait, je ne pensais pas du tout que ça prendrait une telle ampleur et que ça deviendrait un métier à part entière. Mais bon, ben, voilà, c'est la vie. Les choses se sont déroulées comme ça. Et puis, ben, voilà, depuis 2 ans, je fais quasi exclusivement plus que ça, des vidéos sur YouTube. Ben, quand il n'y avait pas la pandémie, je faisais aussi des retraites de yoga et des ateliers, etc. Et puis bon, bah là, les choses sont un peu en stand-by malheureusement parce que voilà. D'accord. J'avais envie de revenir un petit peu sur ta pratique personnelle de yoga. Peut-être d'abord le point de départ. Comment tu as rencontré le yoga? C'était pendant tes études? C'était au début de ta carrière? Eh bien, tout à fait. Tu as très bien vu. En fait, Mais à l'époque, moi, quand j'ai commencé le yoga, c'était pas du tout aussi connu et tendance que ça l'est aujourd'hui. Et c'est pareil, c'est des rencontres que j'ai fait. La vie a fait que il y a des gens qui m'ont parlé de yoga et je me suis dit, tiens, c'est un truc qui m'intéresse. Et j'étais dans une période de ma vie où enfin voilà, c'est une période assez difficile de ma vie à l'époque. Et bon, j'avais fait beaucoup de danse classique aussi et j'étais très attachée à ma prof de danse. Donc du coup, à l'époque, je ne me voyais pas lâcher ma prof pour commencer le yoga. Donc je m'étais mis un peu des freins. Et puis, bah, quand je suis partie en Erasmus, dans le cadre de mes études, je suis partie en Suède. Et, euh, et là, il y avait à l'université, il y avait des cours de yoga qui étaient donnés gratuitement. Enfin, on avait accès à plein de trucs, et notamment à des cours de yoga. Et du coup, bah, je me suis dit, c'est l'occasion d'essayer. Et même si les cours étaient en suédois, que je ne parle pas suédois, hein, c'était plus pour parler l'anglais que j'avais fait cet Erasmus, mais je comprenais l'essentiel qui était inspirer, expirer. Ça, j'avais compris en suédois. Le reste, je ne comprenais pas trop. Mais il n'empêche que dès ma première séance dans ce cours, je suis tombée amoureuse de cette pratique. C'était tellement nouveau pour moi de me sentir bien dans mon corps, que mon corps puisse être un vecteur de bien-être, de confort, que voilà, je suis tombée directement dans la potion et par la suite, j'ai jamais arrêté, j'ai toujours continué ma pratique. Donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé, des rencontres. Et je pense que c'est le cas de. Il y a beaucoup de gens qui commencent le yoga parce que ben, il y a une souffrance ou parce que ça peut être une souffrance physique ou émotionnelle. Et je pense que voilà, on commence tous plus ou moins pour ça. Après, il y a aussi d'autres raisons. Il n'y a jamais de mauvaise raison d'ailleurs pour se mettre au yoga, hein, mais je pense que c'est le cas de beaucoup de gens. Et du coup, tu as trouvé plus de réponses dans le yoga par rapport à la danse classique aussi? On fait beaucoup de travail sur le corps, sur la souplesse. Ça t'apportait quelque chose de supplémentaire, le yoga? Ah bah oui, parce que dans la danse classique, on est, même si j'ai toujours mon cœur, il y a toujours un truc de la danse quand je vais voir un ballet, je pleure toujours un peu. Mais dans la danse classique, on est en particulier, parce que je pense qu'il y a d'autres manières de danser aujourd'hui. Enfin voilà, la danse contemporaine, c'est assez différent aussi, mais dans la danse classique, on est vachement dans la recherche de la perfection, on est dans la recherche de l'esthétique. Et le ressenti du corps n'a pas grand-chose à faire là-dedans. Donc, clairement, c'est des mondes qui se côtoient, mais bon, il n'y a pas forcément enfin, voilà, c'est pas la même intention du tout, en fait. Et du coup, c'était très différent pour moi de bouger dans mon corps en essayant de voir ce qui se passait à l'intérieur plutôt que à quoi ça ressemblait, de quoi ça avait l'air en fait. C'était très nouveau et plus, enfin, différent quoi. Différent. Et maintenant, c'est quoi le yoga que tu transmets, que tu pratiques par rapport aux différents styles de yoga? Comment tu le décrirais, ta propre pratique, ta propre transmission?
Ben, en fait, du coup, effectivement, par rapport à la danse classique, j'ai quand même suivi un peu un lien conducteur, entre guillemets, parce que j'ai commencé. Alors, quand j'étais en Suède, c'était du Vinyasa Yoga, mais par la suite, j'ai fait de l'Ashtanga Vinyasa Yoga. Donc, je ne sais pas si tu connais cette pratique, mais c'est une pratique qui est extrêmement intense. Et qui, quelque part, il y a un côté un peu danse classique. Enfin, pas, non, je sais pas si je peux comparer les deux, mais il y a un côté très rigoureux aussi, on va dire. Ça, c'est le lien, je pense, qu'on peut mettre. Et bah, moi, je me retrouvais là-dedans parce que voilà, j'avais été dans ce truc rigoureux, etc., très exigeant. Donc, j'étais un peu en terrain familier, on va dire. Et en fait, au cours du temps, bah, surtout quand j'ai commencé à enseigner, en fait, alors déjà dans ma formation initiale, je me suis ouverte à d'autres façons de pratiquer. Ma formation initiale, c'était une formation d'Ashtanga Vinyasa Yoga, mais qui nous ouvrait en fait d'autres horizons sur d'autres pratiques, sur le Vinyasa, sur le yoga restauratif, sur la méditation, le pranayama, etc. Donc du coup, je me suis enrichie d'autres choses. J'ai découvert qu'il y avait d'autres manières de faire que l'Ashtanga. Et puis même, en fait, à partir du moment où j'ai commencé à enseigner, bah, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens pour qui, ne serait-ce qu'un chien tête en bas, c'était pas accessible, en fait. Donc, je pouvais pas leur dire, allez, on fait la série, 5 salutations au soleil A, 5 salutations au soleil B. C'était juste pas possible, en fait. Et du coup, ben, petit à petit, je me suis rendu compte qu'il y avait un besoin qui était autre et pour pouvoir offrir le yoga au plus grand nombre. Et puis même, moi, par rapport à moi, la pratique de l'ashtanga, c'était une pratique qui était tellement exigeante que j'avais beaucoup de mal à avoir une pratique régulière, en fait, parce que c'est aussi long, hein. Si on veut faire de l'ashtanga, c'est 1 heure et demie minimum, quoi. Et du coup, bah, pour intégrer ça dans un quotidien, c'est pas évident. Et du coup, bah, petit à petit, je me suis formée à d'autres pratiques parce que justement, j'avais soif d'autres façons de faire, de manière plus douce peut-être et plus adaptée aussi à chacun, à chacune. Et puis aussi au rythme de la vie, parce qu'il y a des moments où on a plein d'énergie, c'est super et tout. Puis il y a d'autres moments où ben, on est raplapla, on ne se sent pas bien et où on est blessé ou quoi. Et du coup, ben, c'est bien d'avoir d'autres outils aussi pour, euh, pour pouvoir continuer à pratiquer autrement. Et du coup, je dirais que ma pratique, elle est bah, j'ai l'impression un peu d'avoir un éventail, un peu, enfin, d'avoir plein de cartes en fait dans mes mains et de pouvoir un peu piocher dans ces cartes en fonction des besoins, des ressentis. Donc, parfois, je pratique et j'enseigne un yoga qui est très dynamique, qui est très punchy. Donc, ça va être plutôt du vinyasa parce que j'adore la créativité du vinyasa. Je trouve ça très chouette. Et j'aime bien pouvoir travailler par thématique aussi dans mes cours de yoga. Donc, je trouve que le vinyasa se prête beaucoup à ça. On peut aborder une question philosophique ou émotionnelle ou physique et travailler là-dessus. Et puis, bah, ça peut être aussi un yoga beaucoup plus statique, doux, avec le yoga restauratif, avec le yin yoga. Et puis, j'essaye aussi de transmettre beaucoup tout ce qui est méditation et pranayama. Alors, ça se ressent un peu moins parce que c'est moins évident, je trouve, à transmettre en vidéo qu'une pratique physique. Mais j'essaye quand même de distiller un petit peu tout ça comme je peux parce qu'aujourd'hui, la méditation et le pranayama, c'est vraiment ma pratique fondamentale, en fait. C'est bien plus que les postures. Donc voilà. Et personnellement, tu pratiques tous les jours? Tu as une routine que tu suis ou c'est vraiment, comme tu disais, au feeling, suivant, tu vas piocher suivant ce que tu as envie, ce que tu ressens comme besoin? Ben, j'ai une pratique quasi quotidienne de la méditation et du pranayama. Ça fait partie de ma routine. Donc, j'arrive. Ouais, voilà, ça fait partie de mon quotidien. Et pour ce qui est des postures, ben, effectivement, ça va être un petit peu plus en fonction de mes besoins. Après, je pratique les postures, je sais pas, ça dépend en fait. 3, 4 fois par semaine, parfois moins, parfois plus. Parfois aussi, je vais juste aller randonner et ça va être ça ma pratique du yoga parce que je pense que c'est très similaire, le fait de marcher dans la nature, d'être
présent, conscient, de respirer, de sentir l'air sur sa peau, d'observer la beauté qui nous entoure. Pour moi, c'est très similaire. Donc, voilà, j'ai pas de pratique définie, en tout cas en ce qui est des postures, ça dépend, quoi. C'est aléatoire. D'accord. Et tu nous disais tout à l'heure que ta chaîne YouTube avait un petit peu explosé par surprise. Est-ce que tu penses que c'est difficile maintenant enfin, à notre époque, de faire sa place sur la toile pour un prof de yoga qui aurait envie de proposer ses vidéos sur YouTube? Comment ça s'est passé pour toi? C'était vraiment une... Ouais, bah, bonne question parce que comme dit, ça fait super longtemps que j'ai ma chaîne YouTube. Là, ça va faire 7 ans, je crois. Et clairement, au début, j'étais la première chaîne de yoga en français sur YouTube. Il n'y avait pas d'autres chaînes francophones. Il y avait des choses en anglophone, mais rien en français. Et donc, quelque part, c'est un peu plus facile, entre guillemets, quand on est la seule, de se faire un peu une place. Voilà, c'est... bon. Et en même temps, l'autre pendant, c'est que du coup, les gens ne savaient pas trop qu'il y avait du yoga sur YouTube. Et donc, du coup, il y avait peut-être moins de monde qui allait se tourner vers ce média-là. Et après, par rapport actuellement aux profs, je sais que du coup, il y a une sorte de boom. Effectivement, il y a plein de gens plein de profs qui se mettent à enseigner sur YouTube. Et je pense que c'est bien justement parce que ça apporte de la diversité. Et puis, ça permet aux gens de se dire, ah bah tiens, il y a du yoga sur YouTube. Tiens, je peux me tourner aussi vers ce média-là. Même si mes cours de yoga sont fermés, je peux quand même continuer à pratiquer chez moi. Donc ça, je pense que c'est vraiment super. Après, du coup, c'est l'autre pendant, c'est que du coup, il y a vachement plus de chaînes et donc du coup, c'est un peu plus difficile d'être visible en fait sur la toile. Ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de persévérance. Il faut beaucoup de travail, beaucoup de persévérance parce qu'il faut être très régulier, il faut poster très régulièrement. Et voilà, il y a des contraintes techniques aussi qui sont là. Je pense qu'on se rend vite compte quand on veut poster des cours sur YouTube ou sur n'importe quel autre média, quand on se filme, en fait, quand on veut se filmer des pieds à la tête, faut mettre sa caméra super loin. Et, et du coup, si on met la caméra super loin, déjà, il faut avoir l'espace chez soi pour pouvoir mettre la caméra super loin. Et en plus, on se rend compte que quand la caméra est super loin, le micro est aussi super loin. Et donc, du coup, on ne t'entend pas bien, en fait. Donc, du coup, on se rend compte qu'il y a plein de contraintes techniques et voilà, il faut un peu investir dans un micro, dans des trucs comme ça, bidouiller, faire son truc. Donc, ça, c'est pas évident. Par contre, ce que je trouve bien, c'est que les mentalités, du coup, ont forcément évolué par rapport au yoga sur Internet. Parce que moi, quand j'ai commencé, c'était assez mal vu, en fait, par le monde du yoga. Je dis, voilà, je fais une généralité, évidemment, ce n'était pas le cas de tout le monde, mais traditionnellement, en plus, moi qui venais de l'Ashtanga Vinyasa Yoga, où c'est on est très, voilà, c'est comme ci, c'est comme ça, etc. Je sais qu'il y avait des gens qui trouvaient que c'était pas bien de faire ça par vidéo, en fait, parce que normalement, il y a une transmission orale de maître à élève direct. Et du coup, j'étais pas, au début, pas très à l'aise à cause de ça. Mais en même temps, je me dis, du coup, j'ai essayé de compenser en essayant d'être le plus pédagogique possible pour que les gens ne se blessent pas, pour qu'il y ait quand même une transmission. Et ceci dit, maintenant, ça me fait sourire parce que du coup, tout le monde maintenant s'y met, tout le monde fait des cours en visio. Et puis bon, voilà, hein, même les Ashtangis, je pense qu'ils font des cours en visio. Et du coup, ça me fait sourire parce que bon, on est obligé d'évoluer. Après, je pense quand même qu'un cours en vrai, ça reste quand même mieux. On est quand même, c'est la proximité humaine, c'est quand même ce qu'il y a de plus beau. Donc bon, voilà. D'accord. Et tu as une posture de yoga favorite? Cette question me donne un peu de fil à retordre. C'est une question classique pour une prof de yoga. C'est vrai, c'est vrai. Eh bien, écoute, alors, je pense que j'en ai 3, si je peux en donner 3. J'ai redécouvert les joies de Shirshasana, l'équilibre sur la tête. J'ai des problèmes de nuque.
Et donc, pendant assez longtemps, je ne la pratiquais plus, alors que c'était une posture que j'aimais beaucoup. Et en fait, j'ai une espèce de chaise comme ça, là, que un de mes ex m'avait offert. Et en fait, je m'y remets, je pratique avec ça et c'est super parce que je trouve que c'est une posture hyper qui développe plein de choses, la concentration, la force. Et puis c'est très, on est obligé d'être présent, dans l'instant présent pour être bien dans la posture parce que sinon on se casse la figure. Donc c'est un peu genre obligation d'être dans l'instant présent. Et puis c'est hyper, ça fait beaucoup de bien au système nerveux, au système sanguin, le fait d'inverser le corps. Et à chaque fois que je pratique ça, je me dis, ah, oh, c'est vrai, c'est tellement bon. Je crois qu'Iyengar disait que c'était la reine des postures, d'ailleurs. Que c'était, donc il y a Shirshasana, il y a la posture assise, Siddhasana, euh, que je trouve, en fait, qui est difficile. C'est une posture qui est difficile où il est difficile d'être confortable. Ça demande beaucoup de temps et de persévérance. Après, ça dépend aussi de son anatomie, hein, mais moi, ça m'a demandé un peu de temps avant d'être confortable en posture assise. Je trouve qu'une fois qu'on arrive à être assis, mobile et confortable, ben voilà, on peut méditer, en fait, on peut retourner au silence intérieur et c'est genre juste, voilà, on n'a plus besoin d'être aïe, ouille, enfin. Donc, je pense qu'il y a cette posture. Et la dernière, je dirais que c'est Shavasana, je pense, la relaxation, qui est voilà, une posture que j'adore aussi parce que c'est toujours. Enfin, je ne conçois pas ma pratique des postures sans Shirshasana à la fin, sans Shavasana à la fin. C'est voilà, c'est hyper important pour moi. D'accord, merci. Bah, c'est vrai que c'est trois des plus grandes postures du yoga aussi. Donc c'est C'est vrai, je suis pas très originale. la posture sur la tête, elle, elle est pas aisée non plus. Donc Non, c'est vrai, mais c'est vrai que bon, après la chandelle, on a un peu les mêmes effets aussi, mais bon, c'est vrai que pour la nuque, la chandelle, c'est un peu moins. Enfin, il faut faire avec des couvertures, tout ça. Ouais. et moi, ce qui m'avait émerveillé, ce qui m'émerveille toujours aussi, c'est la diversité de tes vidéos sur YouTube. Ça, il y a beaucoup de thématiques, il y a beaucoup de styles de yoga aussi différents, il y a beaucoup d'intentions différentes. Comment tu fais pour choisir tout ça? Comment tu fais pour te dire, bah, tiens, j'ai envie d'aller creuser sur ce thème, je vais construire ma séance sur ça. Ça te vient d'où, toutes ces idées, toute ta créativité? Et ben merci déjà. Et bien, en fait, ça, c'est un. Il y a des choses qui me viennent de mes élèves déjà, des suggestions qui me sont faites. Donc, clairement, ça aide beaucoup hein, quand les gens me disent bah, tiens, ce serait bien que tu fasses une séance là-dessus ou là-dessus. Donc, parfois, je leur dis non, là, c'est pas quelque chose que je sais faire ou que j'ai envie de faire. Et puis, parfois, c'est ah, tiens, bonne idée, je note. Euh, et parfois, enfin, très souvent aussi, c'est en fonction de ce que je vis. Donc ça, j'ai la chance, du coup, le support YouTube me permet d'être complètement libre par rapport à ce que je propose. Et ça, c'est une grande, grande chance parce que c'est vrai que quand on enseigne dans un studio de yoga, on a des intitulés de cours et il faut s'y tenir, etc. Et YouTube me permet d'avoir au contraire une énorme liberté par rapport à ça. Et du coup, j'utilise aussi ce que je vis moi. Parfois, et puis je pense que je partage des ressentis aussi parfois avec les gens autour de moi, enfin mes élèves virtuels, hein, par exemple, le fait d'être confiné, etc. Ça, on a des ressentis communs, je pense, par rapport à ça. Et puis, par rapport à ce que je vis aussi, il y a, tu vois, là, j'ai fait une formation en communication non violente ce week-end. Ça m'a vachement inspirée et je me dis, tiens, comment est-ce que je pourrais essayer d'intégrer dans un cours de yoga? Comment est-ce que je pourrais essayer Enfin, ouais. Donc voilà, ça aussi, ça va être une source d'inspiration, tu vois. J'essaye aussi de me former régulièrement. Donc, en yoga, a priori. Bon, là, cette année, ça ne s'y est pas prêté, mais du coup, je fais autre chose. Mais voilà, du coup, les formations aussi, c'est très inspirant. Ça permet aussi de proposer autre chose, d'intégrer autre chose dans ma pratique et puis de la partager. Et puis, peut-être un petit conseil si on a du
mal avec la créativité. Moi, j'essaie toujours d'avoir dans ma journée des moments où je fais rien, où je bois mon thé, je suis sur ma terrasse et bon, j'ai la chance d'habiter à la montagne et juste de regarder les oiseaux, les montagnes. Et je pense que ces moments-là aussi où on fait rien, où on est plutôt, on est juste, on accueille un petit peu ce qui se passe en soi, ben, ça permet aussi de laisser de l'espace à la créativité. Voilà. Un beau conseil. Et tu as d'autres pratiques de bien-être que tu aurais à conseiller ou que toi tu fais personnellement en dehors du yoga? Euh, Eh bien, en dehors du yoga, je marche pas mal, je fais de la randonnée. Moi, la nature, c'est vraiment quelque chose qui participe à mon nourrissement. C'est pas un mot très français, mais j'ai pas de... Je te comprends. Oui, ouais, à mon équilibre, à mon harmonie intérieure, c'est hyper important de prendre le temps de juste ouais, de marcher dans la nature. Après, il y a le... En ce moment, c'est compliqué hein, parce qu'il y a des choses qui me nourrissent, d'autres activités sportives ou quoi qui peuvent être nourrissantes et qu'on ne peut pas forcément trop pratiquer. Mais sinon, la lecture aussi, ça c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien. Ouais, et prendre le temps, tout simplement, essayer de prendre du temps, même si c'est pas facile aujourd'hui dans nos quotidiens très, très chargés. C'est, ouais, donc pour moi, c'est important de. Puis les animaux aussi, ça, c'est un truc qui me nourrit beaucoup, être en contact avec mon petit chat, j'ai des chèvres et ça me rend super heureuse, quoi. Et puis je trouve que les animaux sont très inspirants par rapport à ça parce que ils sont pas dans le faire, quoi. Ils sont dans l'être. Et s'ils ont faim, ils ont faim. Si il y a des moments où ils font rien, en fait, où ils sont juste. Et moi, je regarde mes petites chèvres et parfois elles sont juste là et puis elles regardent et puis voilà. Et je trouve ça hyper inspirant. Je me dis mais oui, en fait, il n'y a pas besoin de courir tout le temps. En fait, tiens, je vais m'asseoir avec elles et puis je vais regarder, en fait. Et voilà, ça c'est mes autres sources de nourrissement. Et c'est vrai qu'on ressent vraiment ton bonheur, enfin, avec tes petites vidéos, avec tes chefs, je trouve ça, enfin, ça transmet aussi de la joie de vivre, de cette connexion avec la nature que je trouve fabuleuse et qui fait partie aussi d'une façon de transmettre le yoga, même si c'est pas sur un tapis, je trouve ça vraiment très beau aussi. Donc, merci de nous partager ces petites bulles de nature. Oui, mais je sais pas, j'ai l'impression que tu vis aussi dans un Oui, endroit assez chouette, non? Tu as une jolie maison de ce que je vois. j'ai 2 ânes et depuis 3 mois, j'ai 2 petits chevreaux aussi. Donc, Oh, trop bien! Ah, donc tu sais ce que c'est? Alors, la joie, quoi, des chèvres, c'est... Et les ânes, j'aime tellement les ânes. J'aimerais bien en mais avoir aussi. Mais c'est très doux et c'est vrai qu'au contact des animaux, bah, je trouve qu'il y a une façon de communiquer différente et qu'on apprend aussi à ressentir les choses, à être plus ouverte à son intuition et puis à laisser faire, à se poser et à se dicter un autre rythme. Donc, voilà. Ouais, mais ouais. Et je trouve que les animaux de ferme, entre guillemets, ça nous ramène aussi à des choses très simples, tu sais, genre juste bah, d'aller les nourrir, voilà, d'aller leur apporter de l'eau. Ça nous reconnecte à un truc très, très simple et très essentiel, en fait, je trouve. Donc c'est vraiment... On est chanceuse. Oui, profitons-en. Et j'avais aussi envie de te poser une question. Tu parlais de la lecture tout à l'heure. Tu as des livres particuliers à conseiller, des livres qui t'ont marqué ou vers lesquels tu te retournes régulièrement pour puiser en inspiration? Euh, Il y a un livre par rapport au yoga, il y a un livre que j'ai adoré, mais en fait j'ai beaucoup de lectures qui sont en anglais malheureusement et qui n'ont pas été traduites en français. Donc bon, je les donne quand même, mais il y a Yoni Shakti qui est le livre de ma prof de... Je me suis formée au yoga prénatal et au yoga au féminin. Et donc, c'était ma prof. Et elle a écrit ce gros livre qui s'appelle Yoni Shakti et qui est juste une. Enfin, pour moi, c'est juste une mine d'or d'informations
et justement d'adaptation de sa pratique par rapport au cycle de la vie d'une femme. Et il y a plein de très belles pratiques dedans, avec des mudras, avec aussi des petits exercices vraiment de reconnexion à soi, de nourrissement, enfin des yoga nidra. Enfin, c'est vraiment un très 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 beau livre. Et dernièrement aussi, j'avais partagé ça sur Instagram. C'est un livre qui s'appelle La danse de la colère de Harriet Lerner, qui m'a aussi beaucoup, beaucoup interpellée sur la relation à l'autre, en fait, et sur le fait qu'on est toujours dans une danse, en fait, avec l'autre et qu'on est responsable de cette danse. Enfin, on est à 50-50 responsable de cette danse, en fait, et que si on est en souffrance dans une relation, eh ben, on peut très bien changer sa manière de danser, et ce qui va, entre guillemets, obliger l'autre à changer aussi sa façon de danser, même si parfois il y a des résistances, etc. Mais je trouve ça très, très... Enfin, voilà, ça m'a beaucoup interpellée, son livre. Et du coup, dans le même registre, ben, il y a le livre de Marshall Rosenberg que je n'ai pas encore lu sur la communication non violente. Je crois que c'est Les mots sont des fenêtres ou des murs, il s'appelle. Alors, je ne l'ai pas encore lu, mais bon. Du coup, je suis à fond dans la communication non violente en ce moment. Du coup, je pense que c'est un très bon livre. Voilà. Merci. Et justement, tu parlais que tu faisais des formations pour la communication non violente. C'est vers quoi se porte ta curiosité en ce moment? C'est étudier un petit peu plus ça ou il y a aussi d'autres choses? Eh bien, c'est vrai qu'en ce moment, je suis pas mal là-dedans. J'ai un peu tendance à être à fond quand j'ai un truc qui m'intéresse. Je dis, ah, il faut que j'en apprenne plus. Après, au niveau yoga, là, je suis pas trop. J'ai plus envie en ce moment, de chercher des choses un peu autres que le yoga pour venir nourrir mon yoga, en fait. Mais je pense que ça va revenir. Je m'intéresse un peu plus à l'anatomie en ce moment au niveau yoga, et c'est une carte qui n'est pas très dans mon jeu, là, qui n'est pas hyper développée. Donc peut-être que je me tournerai vers quelque chose un peu plus sur l'anatomie prochainement si j'en ai l'occasion. Après, moi je suis quelqu'un qui est passionné d'astronomie, d'astrophysique. J'adore les étoiles, la création de l'univers. Je trouve ça fascinant, et puis je trouve ça beau. C'est magnifique les photos qu'on peut avoir de Hubble, enfin, des télescopes et tout. Je trouve ça juste fascinant, et ça me fait toujours penser à notre place, en fait, dans l'univers, et à quel point finalement on est, on est vraiment petit. Et du coup, ça aide à relativiser aussi un peu ces problèmes. Et je m'intéresse beaucoup aussi à la préhistoire. J'adore. Voilà, je m'intéresse à. Là aussi, je trouve ça passionnant de voir comment on en est arrivé là, en fait. Quel est notre chemin en tant qu'être humain. Je trouve ça fascinant de savoir qu'il y a eu à une époque plusieurs espèces humaines sur Terre, humaines néandertales, sapiens, Denisova, et c'était des espèces humaines différentes, et on a cohabité un certain temps ensemble. Et comment ça se fait qu'un jour, eh ben, ces espèces ont disparu et on est resté tout seul, Homo sapiens? C'est des choses, c'est des questions qui me fascinent, et voilà, ça m'intéresse beaucoup. Bon, après, j'ai un peu du mal à l'intégrer dans le yoga, mais bon. Ça fait prendre de la hauteur à la fois dans l'espace, dans le temps. Donc, Ouais. Ouais. Et puis parfois, bon, on peut en parler comme ça peut être des choses inspirantes aussi. Enfin, ouais. et à moyen, long terme, tu as des projets qui te tiendraient à cœur de réaliser, des causes ou des choses que tu voudrais faire naître? Ah, j'ai beaucoup d'envie. À un niveau professionnel, j'aimerais beaucoup à moyen terme. J'aimerais beaucoup, je me sens prête à enseigner pour des profs de yoga, enfin former des profs de yoga, en fait. Là, au bout de 10 ans d'enseignement, je me sens enfin prête. Mais en même temps, je j'ai pas trop le temps. Enfin, il y a beaucoup de choses. En plus, avec Anthony, du coup, on travaille sur beaucoup de choses et tout. Et du coup, voilà, j'arrive pas encore à avoir assez de temps pour préparer ça. Et puis en plus, j'aimerais bien le faire en vrai avec les élèves en face, parce que je trouve que
on peut apprendre plein de choses sur Zoom et tout, mais il y a des trucs qui, à mon sens, peuvent pas s'apprendre par écran interposé. Le toucher, notamment, enfin, c'est des choses qui... être la présence dans une pièce, etc. Enfin, il y a plein de choses qui me semblent importantes de faire en présentiel. Donc, voilà, c'est à moyen terme. Un jour, quand j'aurai le temps, je m'y consacrerai. Voilà, après, j'ai des projets personnels aussi à moyen terme. J'aimerais bien avoir une maison, construire une maison écolo, un dôme géodésique. Voilà, ça c'est quelque part en moi et voilà, je sais pas, il me faut encore un peu de temps pour me lancer là-dedans. Et puis il y a toujours la cause animale qui me tient beaucoup à cœur. Donc là aussi, avec le confinement, tout ça, je me sens un peu... Enfin voilà, j'ai moins cette opportunité. Avant, j'étais bénévole dans un refuge et j'ai déménagé. Et donc, les refuges sont... Voilà, c'est un peu... Voilà. J'ai envie de continuer à faire des choses là-dedans, dans ce domaine. Et puis à faire évoluer ma chaîne aussi. Hein, comme dit, là, c'est plus mon travail avec Anthony où on va essayer de développer des choses, de développer le site internet, voilà, il y a peut-être des choses, projet musical, enfin bref, plein de choses. D'accord, oui, ça a l'air passionnant en tout cas. Merci beaucoup Ariane pour cette conversation et puis merci pour tous tes partages, pour ta générosité aussi sur ta chaîne et dans cette conversation qui se ressent beaucoup. Si les auditeurs veulent te retrouver, peut-être si tu souhaites les diriger vers un endroit particulier sur la toile. Du coup, mon site internet, on a mis beaucoup de... Enfin, surtout Anthony a beaucoup travaillé dessus, moi aussi un peu, mais beaucoup moins que lui. Et mon site, c'est yogacoaching.fr et vous trouvez toutes les infos voilà, qui nécessaires. On a catégorisé mes vidéos pour que ce soit plus clair, plus accessible. Donc voilà, s'il y a un endroit où je peux vous rediriger, c'est mon site internet. Et puis ma chaîne YouTube aussi. Yoga coaching ou yoga avec Ariane, vous la trouverez. Voilà. Merci beaucoup Ariane et puis Merci à toi. Merci beaucoup pour ces questions qui étaient très intéressantes et merci pour ton joli sourire et ton accueil. merci. Merci à Ariane pour cette conversation. Vous trouverez toutes les notes de l'épisode sur le site clairviyoga.com à la rubrique podcast. J'en profite aussi pour vous dire que mon livre 12 promenades au clair des lunes est maintenant disponible. De la lune du loup à la lune des longues nuits, cet ouvrage présente les 12 lunes de l'année selon leur nom traditionnel, en les colorant d'intentions propres à l'énergie changeante de la nature et des saisons qui passent. 12 promenades qui invitent à l'introspection et à la poésie. S'accordant avec l'ambiance qu'évoque le nom de ces lunes ainsi baptisées par les Amérindiens, un thème particulier est décliné pour chaque lunaison. Reliant des notions d'Ayurveda, de yoga, de chamanisme, de sylvothérapie, des pratiques de bien-être, ce livre sera comme une carte du ciel nocturne qui révélera à vos yeux et à votre cœur comment relier vos étoiles pour y dessiner de sublimes constellations. Merci d'avoir écouté cet épisode et à très bientôt.